Salut à tous, bienvenue sur le 4e épisode de notre podcast et c'est le 3e épisode de notre série sur iRobot. Ouais, iRobot, film que, bien évidemment, qu'on a tous en tête. Et on se souvient parfaitement du film, Gilles. En gros, on a regardé le film quand? Il y a un mois? Il y a plus d'un mois, parce qu'en fait, là, ça fait un mois, on n'a pas, ça fait quasi un mois par rapport au dernier podcast qu'on a tourné nous, que vous allez pas voir la différence. Mais 2025, ça a mal démarré pour nous deux. Il y a eu, je pense que tout le monde l'a vu dans l'actu. On n'a pas été épargné par la grippe. Tu as eu la grippe, Gilles, aussi? Ouais, j'ai perdu là. Ah, ça s'entend. Moi, c'était violent. C'était vraiment violent. Force, en tout cas, à ceux qui l'ont et où ça tourne, en tout cas, dans la maison, dans les foyers, quand il y a les enfants et tout, qui l'ont et tout. C'est assez compliqué, mais, ouais, bon courage à vous. Donc, ce qui explique un peu, ta voix, Gilles. Ouais. Donc, on a décalé pour, récupérer aussi de notre côté. Et donc, il y a un mois, on a fait un découpage du film en thématique. Là, on est sur la dernière thématique. On va parler de l'emploi en gardant quand même en trame de fond iRobot, si on arrive à se souvenir de... Vraiment de fond. Ouais. Mais bon, voilà, on va parler IA, on va parler emploi, du futur surtout. Petit coup de pub, Gilles. Ouais. Dis-moi, dis-nous tout. Qu'est-ce que les gens qu'est-ce qu'ils doivent savoir, Gilles? Dis-nous tout. On a une chaîne YouTube. Normalement, vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, merci. Et surtout, toutes les semaines, on envoie une newsletter, on met le lien en commentaire, abonnez-vous, des sujets divers, soit de l'actu, soit des tutos, en gros ce qui nous passe par la tête, mais ça sera toujours un rapport avec de l'IA. Ça sera en description. Et d'ailleurs, franchement, bon, toute objectivité, moi j'apprends des choses. Déjà avec le podcast, on apprend tout le temps, mais dans la newsletter quand même, il y a des pépites et c'est gratuit. Ouais, et il y a juste à cliquer et à s'abonner à la newsletter. C'est fréquence tous les vendredis, c'est ça? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Okay. On essaye le vendredi, des fois c'est le samedi. Bon, c'est plus régulier que les podcasts que vous regardez en tout cas en termes de diffusion. Alors, on va parler de l'emploi et c'est vraiment un sujet qui me touche parce que moi je suis dans ce truc-là, donc une pierre deux coups au final. Je suis l'animateur et le guest, on va dire ça comme ça. C'est les deux rôles en même temps. Donc s'il y a des questions ou quoi que ce soit, Gilles, t'hésites pas. Mais l'emploi, c'était vraiment, c'est le sujet du moment. Quand on dit IA, tout ce que ça fait, directement, tu vois, il y a des craintes. En tout cas, il y a des études qui ont été faites où il y a une peur de la population vis-à-vis de cette technologie. Et en plus, on l'a vu dans iRobot, parce que faut quand même garder le lien. Tu te rappelles dans la scène où au début on voit, tu vois, le gars livreur FedEx, il y avait quoi comme autre métier? Mince, je me rappelle vraiment plus du film, mec. Il y a les robots qui sont dans les chantiers. Les robots qui sont dans les chantiers, éboueurs. Là, ça commence à me revenir. Toi, des métiers un peu, ouais, c'était quasi enfin, je sais pas si on peut dire, oui, c'est assez physique, toi. Robots ménagers, enfin, aide de maison. Ouais, aide de maison. Toi, il y a déjà dans le CES 2025, là, qui était à Las Vegas, je crois. Ils ont sorti on avait parlé du Roomba, de l'aspirateur. Ouais. Maintenant, il a un bras robotique. Parce qu'on dit, ok, ça nettoie, mais ça va pas ranger le linge ou quoi que ce soit. Et ça le fait maintenant. T'as vu ça? Il sort un bras et il prend le linge. Maintenant, c'est assez fou. Les seules vidéos que j'ai vues du CES, c'était du fake. Donc, ouais. c'est lié à l'IA parce que ça a été fait avec de l'IA, mais du coup, je ne sais pas quelles étaient les vraies news. C'était quoi comme vidéo? J'ai vu un overboard. Mais je l'ai vu au moins 10 fois. Okay. C'est un overboard, tu sais, comme le skateboard qui vole. Retour vers le futur. Exactement. Sauf que Marty McFly. Là, c'était présenté comme si t'étais dans un salon professionnel et vidéo complètement fake. En parlant de ça, moi j'ai su le CES à travers Carlos Diaz, tu connais? Non. C'est tu dois connaître le podcast Silicon Carne. Oui. Picante, l'hacienda, sa communauté. Tu vois, à la fin, normalement on fait tu conseilles un truc. Voilà, je conseille Silicon Carne. C'est un Français qui est dans la Silicon Valley et qui fait intervenir des intervenants liés à l'IT ou autres autour du sujet de l'IT, de tout ce qui se passe, et notamment lié à l'IA. Et lui, il est parti au CES faire un vlog. Et c'était assez impressionnant. Beaucoup de robots. Okay. J'ai vu Miro, le robot... on l'a mis dans la newsletter, qui fait des émotions, etc., qui est pas humanoïde. Lui, il a une boule, pour se déplacer. C'est une autre forme de robot, en tout cas. Et il y a des choses assez impressionnantes. Vraiment assez impressionnantes, et c'est assez fou de se dire, ça existe. Après, c'est un salon CES, toi. On sait pas encore. Gilles, revenons à l'emploi. Moi, j'ai fait
il y a un petit rapport. Alors ce rapport, moi, on va le mettre en description. C'est le rapport de Stanford. Ok. L'épisode va tourner autour de ça. On a fait voilà, des petites recherches de notre côté. C'est l'université de Stanford qui a fait un magnifique rapport sur l'IA en 2024. Et il est assez complet. Ils ont même fait un site interactif, etc. Vous verrez. Il y a des données assez folles sur l'impact avec des données clés. Où bizarrement, tu vois, il y a une baisse du volume des offres d'emploi liées à l'IA en 2023 de 1,6%. Tu vois, contre 2% en 2022. Tu vois, c'est assez bizarre. Et on commence à avoir des annonces, surtout qui doivent terrifier un peu les personnes. Après, il faut se dire, est-ce que c'est pas de la stratégie de communication, etc. Je ne sais pas. Mais je pense notamment à Marc Benioff, quand il a annoncé l'annonce des ingénieurs logiciels. Tu l'as vu passer? La presse. Marc Benioff, qui est le patron de Salesforce. Ouais. Donc c'est évident pour nous. Mais... C'est vrai que c'est évident. Mais ça a popé de partout. T'as vu, il a dit, voilà, par rapport à ses agents, il y a eu 30% de productivité, etc. Donc, ils vont réduire, en tout cas, l'embauche des ingénieurs logiciels. T'as Meta, avec Mark Zuckerberg, qui a fait l'annonce aussi. T'as plusieurs acteurs, dans le monde il y a un pays nordique, je sais plus c'est quelle boîte, mais qui fait des licenciements carrément. Okay. Ils ont fait le patron est venu devant ses salariés. Bon, je grossis les traits, mais il a dit à ses salariés, bon les gars, on va intégrer l'IA, ça fait des trucs plus productifs. Et celui-là qui m'aide à le mettre en place, je lui fais gagner une prime de ce qu'on aura gagné en productivité, tu vois. Et les autres qui veulent pas, malheureusement, ça c'est comme dans Koh-Lanta. La sentence sera irrévocable, tu vois. Soit tu prends la prime, soit tu dégages. C'est ça. Mais une fois que tu as pris la prime, tu dégages. C'est ça. C'est suspense, même si c'est pas mon avis. C'est pas mon avis parce que après moi je vais plus parler de la France parce qu'on a un petit retard. Toi on a des protections assez sociales, etc. Il y a beaucoup trop de paramètres et d'acteurs qui rentrent en compte. On est tous les deux dans l'automatisation. Oui. On a cette expertise de notre côté dans nos métiers respectifs et on le voit que dans une entreprise quand on automatise, ça va être concret. Il y a un résultat net qui va augmenter, il y aura du chiffre, et quand il y a du chiffre, tu as besoin de main d'œuvre, donc tu vas embaucher derrière. Moi je vois plus cet effet comme ça, toi par rapport à l'intégration de l'IA dans certains secteurs, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Moi, la réflexion que je me suis faite vraiment pour aujourd'hui, je parle pas du futur, mais avec les technologies d'aujourd'hui, je pense que c'est plus simple à faire des full process IA pour limite un solopreneur, un gars qui est tout seul, un freelance, ou une toute petite structure, parce que finalement ils vont être hyper agiles, parce que en termes de data, t'as pas de cloisonnement des données, donc tout le monde manipule toutes les données, donc c'est assez simple de faire des ponts entre différentes solutions IA, alors que dès qu'on commence à être sur une entreprise plus grosse avec des gros systèmes d'information, des grosses bases de données, de la séparation de données en fonction de profils d'utilisateurs, de métiers, tout de suite ça devient une usine à gaz. Et là, ça devient un vrai projet informatique avec des gros budgets, avec des notions de sécurité, des notions d'interface, potentiellement en plus t'es gros, plus tu mets du budget, plus t'as des besoins précis, moins tu t'adaptes à la solution. Et donc je pense que en fait la prise en main elle sera beaucoup plus rapide sur les toutes petites structures ou les gars qui sont tout seuls que sur les grands groupes ou les grosses sociétés. Enfin, quand je dis gros, je pense à partir de 50, ça devient plus difficile à mettre en place. 50 personnes. Ouais, je te rejoins. Moi, je suis concerné. Je dis en toute transparence. Quand t'es tout seul, s'il y a moyen t'es en création, il faut que tu grandisses. Donc, tu peux pas, toi, au niveau de la trésorerie, embaucher, etc. Donc, tu vas aller trouver des solutions. On parle d'agents, on parle de 2025, ça va être l'agentique, donc l'année des agents. Donc, pour un solopreneur, comme tu le dis, on peut pas mettre ça de côté. Si ça me fait gagner du temps, je vais l'implémenter. Et à un moment donné, s'il y a de la trésorerie, on va embaucher. Mais c'est pas comme dans une boîte comme plus de 50 personnes où là, il y a des questions qui se posent, tu vois. Ça, c'est clair. Mais, tu vois, par rapport à ces grosses boîtes, il y a une question qui vient, c'est est-ce qu'il faut craindre le chômage dans les prochaines années? Toi, t'as un avis dessus ou pas?
Et ben en fait, depuis qu'on a sorti ce podcast, je sais plus si je l'ai dit déjà dans un épisode, mais en fait, maintenant, on m'a identifié dans mon entourage en tant que celui qui parle d'IA, et tout le monde me parle de ses craintes. Enfin, en fait, à chaque fois qu'on parle d'IA, il va me parler de ses craintes de est-ce que je vais perdre mon métier. T'as un psy dans la vraie vie en fait. Même pas le psy. J'essaie de rassurer les gens en leur disant bon, ça dépend. Ah, t'es traducteur. Je sais pas. Non, toi, le gars qui va rassurer. Non, ça va aller, t'inquiète. Et tu lui fais ça sur l'épaule. Non, ça va aller, t'inquiète. Allez. Ça va. Google Translate, c'est pas à ton niveau. Tant que t'es développeur, c'est ok. Non, là on caricature. Je ressens une crainte. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui me parlent maintenant d'IA, elles me parlent de ce sujet-là. Donc, il y a un véritable sujet. Et je trouve qu'il y a une évolution aussi de l'utilisation de l'IA qui est plus assumée aujourd'hui qu'il y a un an, ou voire même il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu te cachais presque, tu utilisais ChatGPT dans le cadre du travail. Maintenant, plus personne se cache. Quand une entreprise utilisait de l'IA, c'était pour faire du buzz. Il y a eu des campagnes de pub qui ont été faites. Il y avait campagne de pub où ils avaient fait des images pour une marque de maillot de bain. Je crois que c'était Undies qui avait fait ça. Et donc ça avait fait le buzz à ce moment-là parce que c'était l'une des premières campagnes à utiliser de l'IA. Maintenant tu vois que t'as des marques comme Coca-Cola, Nike qui font des pubs avec de l'IA. Tout le monde va pas forcément le voir, mais c'est assumé. Qu'est-ce que j'ai vu récemment L'amour est dans le pré. Il y a des plans, c'est clairement de l'IA. C'est-à-dire là, ils font rencontrer des robots avec des fermiers ou c'est quoi? C'est en gros. Oh, le NS5, il est magnifique. Ils font des fausses J'hésite avec le modèle 4. Ouais. T'imagines des faux agriculteurs. J'ai oublié que j'étais en campagne, donc si on me reconnaît, je suis foutu. J'allais dire, t'imagines, il y a le tracteur, le nouveau modèle de tracteur. Un drone tracteur. Mais c'est un métier que je respecte beaucoup. T'as le gars qui se protège, mais vraiment, je respecte ce qu'ils font. C'est incroyable. Moi aussi, je vis dans un champ de vigne, je les vois travailler. Et là, ils viennent avec une fourche. Tu disais quoi là dans ton podcast là? Je sais pas quoi. Viens, on va en parler. Travaillez pas avec des fourches. T'as le cliché. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, en gros, dans L'amour est dans le pré, c'est juste les plans, un plan sur un pommier. C'est pas une discussion entre deux personnes, c'est juste pour habiller la vidéo. Et donc, quand tu regardes dans le détail, tu vois bien que les pommes, c'est pas des vraies pommes ou elles ont une forme bizarre. Et donc, ça veut dire que à un moment, il leur manquait des images. Au lieu de prendre dans une banque d'images, ou alors, ça se trouve, ils ont pris dans une banque d'images. Par contre, les vidéos, clairement, c'était fait par l'IA. Et donc là, ça prend le travail de quelqu'un qui fait de la vidéo ou de la photo. Et c'est même plus une histoire de buzz. Là, c'est vraiment une histoire de je le fais dans le cadre de mon travail. C'est du concret, ouais. Et pour rejoindre ce que tu dis, t'as les mangas, toi, au niveau de l'animation. Oui. Tu vois, c'est vraiment très long pour faire un animé, mais vraiment, vraiment très long. Et au Japon, ils avaient fait un petit micro-trottoir pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec les mangaka, les dessinateurs qui utilisent l'IA? Parce que maintenant, ce qui leur prenait 3 semaines, ça leur prend 1 jour ou 2. Tu vois, parce que ça leur permet de générer des idées, des croquis, des paysages, et ils ont juste à refaire. Et hier, j'avais vu encore un truc ultra insane, c'était ils mettaient le début, un input, et ils mettaient un output en termes de mouvement. Tu avais l'image du début avec une personne qui faisait ça, une image de fin qui faisait ça, et tu cliquais sur générer, et il faisait le mouvement en fait. Toi, plus ces images-là, le mouvement. Et même la couleur, c'est assez fou. Et les Japonais dans la rue disaient, si moi j'ai mon manga au bout de 2 jours au lieu de 3 mois, je dis pas non, tu vois. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais aussi, par rapport aux grandes entreprises, pour revenir au rapport i-Index de Stanford, ils disent que 80% des grandes entreprises du Fortune 500, maintenant ils évoquent sans complexe l'IA dans leur rapport annuel. C'est-à-dire qu'ils disent, et ils voient des montées au niveau des ventes, des appels de vente, parce qu'ils ont dit le mot IA. Comme tu as dit, maintenant on met IA, c'est une hype, etc. C'est beaucoup plus facile à vendre. Du coup, si tu veux te lancer dans un truc genre je vends de l'eau et il y a de l'IA dedans, ça va cartonner, mec, c'est sûr. Ouais, comme il y a quelques années, tu disais non, mais c'est décentralisé, c'est un projet crypto. Ouais, c'est ça. Hop. Avec les VC, les fous, ils mettaient de l'argent dedans pour investir. Mais pour la question, pour revenir, est-ce qu'il y a une crainte du chômage? Pour répondre à cette question, moi, je reviens dans le passé, en fait. Même si c'est assez différent aujourd'hui, je reviens dans le passé avec les machines à vapeur où on s'inquiétait avec les ouvriers du 19e siècle. Ah, c'est quoi de ça? Ça va, prendre nos emplois. Mais non, il n'y a pas eu de chômage de masse. L'électricité,
l'électricité, c'est assez fou. Ça a créé de l'emploi. Créer de l'emploi. Et l'informatique, quand c'est arrivé, on a eu peur, mais ça a créé des nouveaux métiers. Regarde les États-Unis. Bon, après, c'est une critique un petit peu, mais le Nasdaq 500, les plus grosses boîtes, c'est des boîtes d'informatique. Alphabet, Google, Nvidia, Intel, Meta. Nous, en France, dans le CAC 40, on est en décalage total. C'est pour ça qu'on est en retard. On regarde les 40 boîtes, il n'y a pas d'IT. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, comparé aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il faut craindre l'IA? Je sortirais une phrase de Lavoisier. L'IA ne détruit pas les emplois, mais il les transforme. Je suis pas sûr que c'est Lavoisier qui avait dit ça. Mais pas sous cette forme-là, non. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Le chômage, au vu de la tech, c'est vrai que c'est assez fou ce qui se passe, mais à court terme, j'ai vu des chiffres de 10%. Toi, de 10%, toi, c'est pas 90% d'un coup. Ça va être très, ça va prendre son temps, quoi. Tu parles d'une étude par Stanford. Moi, de mon côté, je l'avais pas lu, mais j'ai regardé une autre étude qui a été faite par le World Economic Forum et qui donne des chiffres aussi. Et du coup, en termes de chiffres, jusqu'à la fin de la décennie, ils disent que l'IA peut remplacer 92 millions d'emplois, c'est énorme, mais elle en créera 170 millions. Donc dans la globalité en général. Dans la globalité. Exactement. Et donc en fait, on voit ce schéma-là que tu disais où une nouvelle technologie peut créer de l'emploi justement. Maintenant, ça va forcément impliquer une adaptation des personnes. Si certains métiers vont disparaître, il y en a d'autres qui vont être créés, donc il va falloir être curieux, s'intéresser à ces nouveaux métiers pour savoir comment, vers quoi se rediriger. Ouais. Et en parlant de ça, je me suis noté les secteurs les plus impactés. Est-ce que toi, tu as une idée par hasard des secteurs qui vont être le plus impactés négativement par cette mutation? Croissance ou au contraire affectés négativement? Qui vont être impactés par la robotique, l'IA en général en tout cas, où il va avoir un impact, quand je dis impact, qui va être intégré beaucoup plus rapidement que d'autres secteurs. À quoi tu penses quand on parle de ça? Je pense tous les métiers qui peuvent être automatisés. Déjà, il y avait déjà cette démarche d'automatiser un maximum, sauf que là, en plus, avec cette notion d'agent, donc l'agent, ça va être une intelligence artificielle qui va pouvoir faire des actions. Donc, on est au-delà de juste, je suis en train de poser des questions à un chatbot. On est en train c'est une IA qui va potentiellement recevoir un email, traiter la demande et la fermer. Et donc ça va être des métiers qui peuvent disparaître, je pense, à court terme. Il y a des métiers créatifs qui peuvent être impactés assez vite. Je pense à ce qui est création de texte, images, vidéos, traduction. Mais le métier de monteur, il existera toujours. C'est juste qu'il y aura des nouveaux outils. Le métier de DA aussi, directeur artistique. Voilà. Après, bon, je me suis aussi quand même renseigné sur le sujet, donc j'ai une idée de... Je vois ça. Je dis, mais pas besoin de rapport au final. Il y a Gilles. Donc, toi, service bureautique avec l'IA générative type ChatGPT, Claude, etc. Donc, ça a beaucoup impacté ce secteur-là du service et de la bureautique. Comme tu as dit, la création de marketing avec, on a parlé avec les mangaka, etc., le design graphique, la rédaction et surtout l'industrie, avec la robotique industrielle. J'ai vu les chiffres, mec. Donne-moi le pays qui explose tout le monde dans le monde en termes de robotique, en termes d'installation robotique. Je dirais la Chine. La Chine. Mais j'ai vu le graphe du nombre industriels de robots installés par pays en 2022. La Chine, elle explose vraiment de très très loin tout le monde. Je mettrai le graphe, mais on a la Chine qui a fait pas mal d'installations. Alors, je zoome, mais 280 000 robots, si je dis pas de bêtises, installés. Le Japon, 50 000 robots sur l'année 2022. Les States, 39 000. Et je crois que la France, on est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position. Avec 7 000 robots. Environ, je mettrai le graphe. Et tu vois, on a la Chine, Japon, États-Unis, Corée du Sud, Allemagne, Italie et ensuite d'autres pays. Mais pour te dire que la Chine, ils ont dit les gars, il y a de la productivité, il y a un gain de productivité, on fonce, on installe. Il n'y a pas de discussion possible. Tu vois. Ouais, là t'as des robots qui travaillent 24 heures sur 24. Tu vois, on parlait de ça, tout ce qui est services, industrie, t'as la finance qui rentre dedans.
t'as la vente, t'as la santé, notamment avec tout ce qui est radiologie, diagnostic médical automatisé, et on a les métiers les moins menacés. Et tu vas rigoler de la liste qui est dans le rapport. Alors, on a l'ingénieur en IA machine learning, spécialiste en sciences de données, qui est évident, des data scientists, développeur en automatisation et IA. Okay. Là, tu dis, ah, c'est bon, toi, je suis un peu, je suis un peu protégé, toi. Expert en cybersécurité et éthique en IA, c'est évident, la sécurité. Prompt ingénieur, c'était dans la liste, spécialiste en IA générative. Et ça, c'est assez marrant parce que quand tu suis la vague, toi, tu vois des formations popées de prompt engineering à gauche et à droite. Mais toi, vu que tu as suivi la vague et que tu as compris la mécanique et tu comprends comment ça marche derrière, ben, il y a pas, toi, ça devient naturel de parler avec ChatGPT. Je sais pas si tu ressens la même chose. Bah, moi, j'ai un retour là-dessus, là, sur le prompt engineering. C'est que, comme tu dis, il y a eu une petite, un petit buzz là-dessus il y a 1 an, je pense, ou peut-être 2 ans sur ce terme. Et maintenant, je le vois en mème, comme s'il était un métier blague. Parce que ils se sont rendus compte que maintenant les IA se sont tellement bien développées que t'as presque plus besoin de bien savoir prompter. On le mettra dans le petit Larousse, t'inquiète. On va envoyer un courrier. D'ailleurs, ça se trouve, il y a des termes liés à l'IA qui arrivent dans le... Agentique, mec. Agentique, c'est oui, ouais. J'entends agentique. C'est à vérifier. Mais c'est sûr, il y a des choses qui ont changé dans le vocabulaire français. Et d'ailleurs, même si je vois des mèmes qui disent que le métier de prompt engineering, c'est une blague, c'était... Enfin, maintenant, c'est quand même quelque chose de plus technique qui est recherché. Moi, quand même, dans le cadre de mes missions, je mets de l'IA et je trouve que cette histoire de prompt, elle est très présente en fonction de la solution que tu utilises. Donc, je pense pas que ce soit si une blague que ça. Mais bon, ça m'a fait sourire de voir qu'il y a quand même un changement de vision sur ces buzzwords aussi, sur ces mots. T'as ça et tu te dis, les logiciels de demain, les SaaS, etc., quand elles vont intégrer des features, au lieu de développer, tu lui parles en langage naturel. Et ça va être comme si tu développais du code, mais en langage naturel. Et ça va beaucoup jouer selon le contexte, etc., etc., etc. Donc, quand tu vas configurer et paramétrer quelque chose, peut-être demain, il va falloir bien prompter. Même si, même pour moi, en fait, comment je le prends, ça, c'est que nous, on est dedans. Donc, ça devient banal parce qu'on a suivi la vague. Ça peut être des mèmes, etc. Ça peut paraître évident pour pas mal de personnes qui ont pris la vague. Mais dis-toi que, notamment en France, t'as une majorité de personnes qui, tu leur dis, vas-y, utilise ChatGPT. Ils vont mal l'utiliser. Ils vont mettre un pavé. Toi, ça va pas être naturel. Ils vont pas comprendre. Même si pour moi, si tu veux bien comprendre ça, faut voir le back-end, toi, l'arrière. Toi, que tu comprends la mécanique, tu sais comment faire et pas apprendre que l'interface. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est on nous apprend l'interface, alors que si tu apprends les coulisses, tu peux facilement comprendre comment faire. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Tu auras des métiers qui sont pas IT, mais d'ailleurs, avec une discussion avec des amis, ils en parlaient, où tu as des boîtes qui mettent ça en interne pour la protection des données, etc., etc. Tu mets un serveur en interne, il y a Mistral. Maintenant, je suis à fond dessus depuis notre dernier podcast, quand tu m'as parlé du chat. Ouais. J'essaie de le mettre en avant dans mes projets, d'utiliser une solution française, en tout cas. Et voilà, en local, j'ai mes données qui sont protégées et j'ai un système d'IA en langage naturel avec qui je peux échanger. Et ça va être dans des boîtes pour la rédaction, notamment. On va pas demander à une secrétaire de direction, même si j'ai vu dans les métiers à risque et élevés de disparition, on va pas lui demander d'être une pro en IT. On va juste mettre ça en local, un serveur, lui mettre à disposition et il faut qu'elle sache comment un petit peu discuter. Toi, lui donner un peu tous ces outils. Mais ça sera pas une prompt engineer, malgré tout. Ça va être un skills parmi ces autres skills qui va être beaucoup mis en valeur dans les prochaines années, je pense. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Dites-nous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je pense que ça va être une période de transition jusqu'au moment où il n'y a plus besoin de savoir parler, il comprend direct ou il sait tu veux. Avant que tu lui demandes, il a déjà fait ton travail. Ouais. Parce qu'il écoute tes conversations, parce qu'il sait que t'as un rendez-vous. Tu vas, du coup, il a pris l'avion, il a pris le... Ouais, après, ça, c'est autre chose. Soit c'est dans la vie privée. Comment t'as la relation. Moi, j'ai pas une relation avec ChatGPT, très personnelle. C'est vraiment très pro, par exemple, tu vois. Il y a pas de, comment je vais, voilà, tu me donnes des conseils. Il y a pas ça, en fait. Mais, je vois ce que tu veux dire, en tout cas. Ou, limite, il va te connaître parce qu'il y a un système de mémoire. Je le vois, il y a vraiment un système de mémoire. Il va être fine-tuné, il va comprendre ton style d'écriture. Tu vois, récemment,
tellement il s'améliore. Avant, c'était éclaté. Toi, les posts sur LinkedIn, etc. C'était grillé. Mais moi, ça me dérange pas qu'il y a plein de posts rédigés par IA parce que c'est 10 fois plus compréhensible qu'avant. Ouais. Tu vois, moi, ça me gêne pas du tout. Tu vois, je me dis, ça permet aux autres de s'exprimer et que c'est compréhensible. Tu vois. Bah, surtout qu'on le fait aussi, donc. Ouais. Et moi, j'utilisais plus en structure. Tu vois, en structure, et je retravaillais le texte, le style, etc. Maintenant, on a un niveau où je suis un petit peu choqué. Tu vois, je suis un peu déstabilisé. Je sais pas si tu le ressens ou tu sens qu'il y a eu un gap de il m'a cerné, il voit mon style. J'ai pas trop besoin de rectifier. J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit le post ou l'article. Ouais, bah ouais, complètement. Moi c'est ça. Bon, je réécris souvent parce que j'aime bien. En fait, ça dépend des types de contenu. Quand c'est un post vraiment LinkedIn, j'aime bien le réécrire. Il y a juste sur les hooks où je m'inspire très fortement de ce qu'il va me proposer. Les hooks, c'est les phrases d'accroche. Hein. C'est pas le Captain Hook, Peter Pan. Non, crochet. Mais il y a d'autres contenus où il y a besoin de rien faire en fait. C'est ok, t'as cerné. Si jamais il y a un problème, tu refine tune et les prochaines fois, ça sera très très bien. Ouais, dis donc, on a exposé dans la liste une des fortes demandes en tout cas. Le prompt engineering, déjà qu'on échange autant sur le sujet. Voilà, ceux qui ont dîné dans l'auditoire, il y a des trucs à faire. Pour poursuivre cette liste, il y en a juste 2. Donc tu vas rigoler. Donc consultant en transformation digitale, t'es comme ça. toi tu souffles un petit peu, toi. Et pour moi, le Saint Graal, spécialiste en éducation et formation à l'IA. Donc il y a cette liste, pense plus à la nouvelle génération, essayer de cocher des cases. Des fois, on est un peu perdu dans l'orientation. C'est des métiers de demain. Et tu sais que j'étais choqué d'un truc, mec. J'étais vraiment choqué par rapport à... Là, je t'ai donné des métiers IT qui, bon, forcément, c'est l'IT vu que c'est en lien avec l'IA. Ouais. C'est ceux-là qui ressortent. Mais tu savais que en Europe, on n'est même pas dans la liste des bachelors. Toi, des bachelors en IT, en informatique. Il y a une liste européenne. Je me suis dit, on est dedans parce qu'on a des Français, qui se sont barrés de la France pour le coup, qui sont des grosses têtes en IT, qui occupent des postes de malades chez Meta, Google, OpenAI. Toi, j'ai dans mon imaginaire, mais comme je suis dans cette bulle, je m'en rends pas compte. Quand j'ai vu ça, je dis ah oui, mon entourage, il y en a pas beaucoup dans l'IT. Toi, pour tout le monde, moi, je suis un gars qui répare des PC et je leur dis, je connecte même des imprimantes en Wi-Fi. Pas de souci, je gère, tu vois. T'es ingénieur informaticien. C'est ça, toi, c'est ça. Et j'étais choqué de voir que ces bachelors là, c'était l'Angleterre, première position. Quand tu parles de bachelor, tu parles des formations, tu parles de... Des gradués, c'est ceux qui ont obtenu leur diplôme en informatique en 2022 en tout cas, dans les pays européens qui produisent le plus grand nombre de nouveaux diplômés en informatique. Et moi, je pensais qu'on est même pas dans les 15. C'est ça qui m'a tué en fait. Toi, t'as Angleterre, Allemagne, Turquie, parce que voilà, on parle de pays européens. Pologne, Italie, Hollande, Pays-Bas, Roumanie, Espagne, Portugal, Finlande, République tchèque, Norvège, Irlande, Autriche, Suisse. Et on était peut-être juste après, mais tu vois. Et ça explique beaucoup de choses pour moi. Tu vois, notre niveau en IT en France, on n'a pas assez de leader dans l'IT. Moi, ce qui me vient, c'est Xavier Niel, avec Free et tout ce qui se passe avec l'école 42. Ouais. Toi, t'as des noms qui te viennent en tête? Je réalise vraiment que maintenant. Comme ça. Bill Gates, il est pas français. Mais voilà, pour moi, c'est juste un paramètre parmi tant d'autres, mais ça signifie quelque chose au niveau de la position de la France, au niveau de l'emploi, au niveau de l'IT, etc. En tout cas en France, voilà, ça m'avait étonné. Quoi d'autre? Au niveau on avait parlé des secteurs, des métiers un peu qui vont être valorisés et des métiers aussi à risque, enfin des secteurs à risque où on parlait de diminution d'emploi. Moi, j'ai des chiffres. Donc, si vous faites partie de ces secteurs, c'est un rapport. Mais c'est une prévision sur les 3 années qui vont être étalées. Donc, il y a une forte probabilité. Donc, c'est des grosses têtes qui ont fait ces études à Stanford quand même. Là, c'est au niveau mondial, hein. C'est pas la France. Mais on peut corréler tout ça. Tu vois, le service, évident. Pour moi, c'est une évidence pure, le service. Le support, tout ce qui est support, et on le voit, et on travaille sur des sujets dessus. Le support de demain, ça va. Tu te rappelles Téléperformance, comment ils ont chuté en bourse quand il y a eu les annonces d'IA et tout. Ça a fait un plongeon monumental qui fait partie du CAC 40, Téléperformance. La gestion, la supply chain, donc 54% de baisse attendue.
pour le service. Ah oui. 54. Ouais, mais enfin, ça se comprend. Enfin, toutes les informations, elles sont déjà dans des systèmes d'information. Malheureusement, c'est assez facile de faire les ponts pour récupérer une information En plus, les demandes, c'est toujours les mêmes. C'est souvent les mêmes. C'est quand tu contactes ton service client, c'est j'ai un objet qui est cassé ou je retrouve pas ma facture. C'est des trucs tellement simples comme ça que si t'en enlèves déjà 80% et que tu le remplaces par une IA, bah finalement ça te fait ça de gagner. Hein. Et même pour moi, tu me diras ce que tu en penses, dans une entreprise, mais le SAV, le support, c'est le plus important parce que tu vas vivre une expérience. Si elle est désagréable ou même si maintenant on est un peu exigeant, toi Mercedes ils ont un support, t'as le plus 1%, ils sont au top, etc. Moi avec Samsung, j'ai vécu un support hyper désagréable. M'en voulez pas. Mais c'est le service et je pense que c'est externalisé, etc. Mais c'est mal processé, très frustrant, très long. Et c'est voilà, ça dure plusieurs mois et c'est assez désagréable à vivre. Et si on a ça, ben toi le but c'est de convertir, de fidéliser quand t'as une entreprise. Et le service, ça parle pour les boîtes qui ont un service. Faites très attention, c'est pas à négliger. Si votre l'expérience service n'est pas au top, ça va avoir une répercussion monumentale sur votre marque. Il suffit après de plusieurs personnes, avis Google et des vraies personnes en tout cas, qui critiquent votre marque, qui font des vidéos de critique, etc. Là, j'ai vécu une mauvaise expérience, notamment, je dis Samsung. Malheureusement, hop, ça donne une mauvaise image à Samsung et leur produit, il est top, mais le support, pas ouf en termes de process. Et si donc tu mets une IA qui va chercher la documentation, qui va chercher les données, la problématique, essayer de comprendre en niveau 1, et ça a pris quelques minutes, donc il y a pas eu d'attente. Voilà, 54%, c'est compréhensif pour moi. Tu vois, je veux dire, t'améliores tous tes process avec de l'IA. Est-ce que c'est discutable pour une entreprise, toi? Je pense pas, toi. Donc ça va être vraiment, il y aura une grande adoption à mon avis des grosses boîtes dans les 3 prochaines années, comme c'est indiqué dans le rapport. Ouais. Et toi, t'en penses quoi de ça? Tu penses que le support, il y a une logique derrière tout ça? Ah, mais moi je comprends le point de vue entreprise, ou le point de vue sociétal qui peut être compliqué sur ce type d'employés qui en plus peut-être pas trop de qualifications ou qui ont fait que ça. Donc c'est compliqué, mais ça veut dire qu'il va falloir les accompagner sur autre chose. Mais d'un point de vue entreprise, même s'il y a une marge d'erreur, il y en avait déjà une avec des humains. Maintenant, c'est un calcul coût. Je dirais plus. Voilà, mais c'est comme tout, hein, ça se calcule, ça se budgétise. S'il y a 2% d'erreur, alors que avant il y en avait 5%, bon bah t'as gagné ça. Si en termes de en temps de réponse, t'as une réponse dans les 5 minutes au lieu de 3 heures, 5 heures, 2 jours, peut-être plus, bah la satisfaction sera différente et du coup même le temps que tu auras gagné, tu pourras le redonner à ceux où il y a eu des erreurs et donc là peut-être regagner ces 1% que tu disais tout à l'heure à reconquérir tes clients parce que finalement c'est plus facile de revendre à un client que de trouver un nouveau client. Donc c'est un levier qui est extrêmement fort à travailler. Je te rejoins sur ce côté-là. Et en plus de ça, pour continuer dans la liste des métiers à forte probabilité de diminution d'emploi, parce qu'il faut des chiffres. Donc il y a la supply chain, 45% comme je disais. Ouais. Donc ça reste évident quand on sait comment ça fonctionne, en tout cas au niveau des process. Les côtés RH, 41% de baisse attendue. Et moi je plonge un peu dans ce domaine-là. Et notamment, on a un ami en commun qui sort des petites pépites. Petite promo ou pas? On peut se permettre une petite promo? Donc, moi j'ai entendu son projet qu'à travers ce que tu m'as dit. Donc ok. Donc, Pulse Expert Reda, dédicace, tu viens quand tu veux dans le podcast, qui facilite. Ça va plus apporter un support avec de l'IA sur des skills que les recruteurs ont parlé maintenant on parle d'employés augmentés. Là on va parler de recruteurs augmentés, c'est-à-dire un recruteur il peut pas avoir tous les hard skills qu'il doit avoir cette expérience métier du recrutement et ça vient pallier en tout cas à ce besoin de questionnement technique en fait et de compétences via un outil où il y a de la vérification, etc. Et il y a un scoring derrière. Donc c'est des outils comme Reda qui vont émerger demain, des personnes assez smart qui vont comprendre. Et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer parce qu'on parle d'AGI, machin truc, extinction, etc. Il faut juste s'arrêter au fait que
on a une technologie. Il y a eu des milliards dépensés, des sommes astronomiques, et ça va continuer. C'est assez fou. Plus avec Trump qui vient de passer, et ce qu'il a fait avec l'IA, et ce qu'il vient d'annoncer pour être premier au niveau mondial. Donc ça risque encore de continuer pendant plusieurs années, hein. Je tiens à le préciser. Ils vont injecter beaucoup de moyens. Et ce qu'il faut voir, c'est pas se dire, oh, quelque chose qui va être général et tout faire. C'est aujourd'hui, on a de la tech. L'IA, c'est pas que ChatGPT, c'est d'autres outils. Et il y a des personnes assez smart qui vont dire, hey, on peut faire ça, tu vois. On peut prendre ça, il y a une problématique. Je vais mettre une expérience, trouver le bon mélange, le tester, et ça va créer quelque chose qui potentiellement va plaire à une entreprise, qui potentiellement va avoir une répercussion, bien évidemment, sur l'employabilité, la productivité, etc. C'est de ce regard-là que je vois un peu tout ce qui arrive. C'est pas l'AGI en tant que tel. Donc l'AGI, c'est une IA qui est capable de tout faire, sans apprentissage, sans avoir été entraîné par des données, etc. Sans arriver à là, aujourd'hui, on est capable de faire des trucs assez dingues, comme cette année, où il y a des grosses annonces liées à tout ce qui est agent de service. Et c'est du concret, en fait. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Pour rebondir là sur ce que tu dis, c'est, tu vois, moi, je suis pas dev, enfin, toi non plus. Un petit peu. Je parle vraiment de dev pur. Ok, je le prends mal. Et t'as maintenant des solutions comme Bolt.new, où tu fais ton prompt, tu lui demandes ton application que tu veux faire, et il va te rédiger, enfin il va te donner tout le code et pour cette application. Et donc finalement, moi qui ne suis pas dev, si j'ai une idée, je vais pouvoir le faire. Donc j'enlève peut-être le travail d'un dev, mais par contre, je me donne, moi, du travail parce que j'ai créé une application que potentiellement je vais pouvoir commercialiser. Peut-être que à un moment, si je me rends compte que ça fonctionne bien, je vais recruter. Et donc, ça va donner ce type d'opportunité aussi. Comme tu parlais là avec Reda qui a identifié des nouveaux... qui a trouvé des trous dans les process actuels et qui s'est dit, finalement, on peut donner un nouvel outil augmenté avec de l'IA pour les RH. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. Bien évidemment, tout va dépendre de l'exécution, etc., etc. Et donner des... En gros, ça rabat les cartes. C'est-à-dire, je me rappelle, il y avait... on l'a vécu... il y a une époque assez start-up en France, tu vois, courant 2013, 2014, 2015, où tu voyais des gars d'école de commerce qui apprenaient à coder, à sortir une application. Voilà, ils apprenaient, ils sortaient le truc. C'était un truc bancal, mais ça répondait aux besoins qu'ils souhaitaient répondre. Et derrière, comme tu as dit, ils ont embauché. Comme tu as dit, des outils comme Bolt, Cursor qui aident au code. T'en as d'autres, Windsurf, etc., qui vont te permettre au moins d'avoir une base. Mais attention, pour moi, il faut quand même avoir un background dev sur l'aspect sécurité, l'aspect... Et encore ça, moi, je connais quelqu'un qui a fait ça et qui a payé un freelance pour faire un audit de sécurité, voir s'il y a moyen de pirater sa plateforme, etc. Donc, on peut créer quelque chose sans connaître le codage aujourd'hui. Mais il faut quand même un développeur derrière. Mais on peut tester. Et moi, j'invite les gens à tester s'ils ont des idées, à mettre la main à la pâte. Il faut apprendre, bien évidemment, mais ça va pas être apprendre le Python, première partie, apprendre le React, qui sont des langages informatiques, apprendre le front. Toi, ça va pas être des gros silos d'informations à pouvoir digérer. Là, ils vont y aller direct. Ils vont rentrer dans de la création et s'ils sont assez smart, ils vont commencer à collaborer avec les bonnes personnes. Ouais. Et là, tu parles aussi de solutions un peu techniques avec un dev où peut-être il faudra un expert sécurité, tout ça. Mais là, avec de l'IA, je peux te trouver là tout de suite une idée où j'ai pas de compétences. Ok, je veux vendre des produits digitaux. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Aujourd'hui, je travaille beaucoup. La productivité. Je vais parler avec ChatGPT pendant toute une journée pour voir s'il peut me donner des idées de produits digitaux autour de la productivité. Finalement, au fur et à mesure des discussions, il me dit tu peux faire, je sais pas, un calendrier ou genre de fiche qui aiderait tes clients. Et finalement, ça, tu le retravailles dans un outil comme Canva et tu les mets en vente sur Etsy. Et là, il y avait aucune difficulté technique. T'es parti d'une idée sur ChatGPT que t'as faite juste en discutant avec lui. Ensuite, tu vas dans Canva, peut-être que tu vas utiliser des features IA dedans, je sais pas. Mais tu ressors avec un document et ce document, tu vas le revendre en format digital.
Et si t'es bon en communication, en promotion, en communication digitale sur les réseaux sociaux, Surtout ça. bah tu peux sortir du lot. Donc sans avoir besoin d'un dev, sans avoir besoin d'experts sécurité et des trucs comme ça, t'en as plein. Tu veux vendre des prestations de rédacteur web, bah pareil, hein, tu peux dire bah moi je suis rédacteur augmenté, donc j'utilise l'IA, je le cache pas, mais par contre j'ai T'es bon en com, tu vois là. Non, en plus, je dis jeu en me mettant à la place de quelqu'un d'autre. Bien sûr, bien sûr. Là, je brainstorm en direct. Mais je me dis, sans outils techniques, juste avec toi, tu peux, en parlant à ChatGPT, parler de ChatGPT, hein, mais vendre des prestations. Et finalement, il suffit juste d'être malin, de bien savoir se vendre. Et au pire, si tu sais pas très bien te vendre, bah tu demandes à ChatGPT de te coacher. Ouais, c'est vrai que après, il faut se lancer. Hein. Faut se lancer, tester. Après, bon, c'est un petit marathon. Hein. Tout est un marathon dans la vie. Je tiens à le préciser. Ce sera celui-là qui tiendra le plus, qui sera résilient, qui va s'améliorer, qui va se former aussi sur des nouvelles compétences. C'est des étapes. Mais effectivement, si tu comprends ces outils-là, tu peux faire pas mal de choses. Et surtout, si de base, t'es bon en communication, c'est pas mal. C'est très, très bon. Et c'est c'est un truc très bizarre. Petite parenthèse, t'as vu, il y en a, ils sont très bons en communication, mais en termes d'expertise, pas fou. Mais ils arrivent à faire marcher leur truc. Mais c'est pas fou en termes d'expertise. Et il y en a, ils sont très bons, peut connaître en expertise, mais pas très bons en communication. Et toi, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre et l'IA va venir un peu déstabiliser tout ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des outils, si tu les gère bien en tout cas, tu vas pouvoir contrebalancer mais tout ce système-là en fait. Et donc si vous avez une très bonne expertise, allez à fond dans la communication et si vous êtes dans la communication, à l'inverse, progressez s'il vous plaît dans l'expertise. Ou alors vendez des prestations de communication à ceux qui ont les compétences techniques et qui savent pas. C'est cadeau, allez, on balance. Et tu vois, en parlant de tout ça, ça fait une très bonne transition. Là, on parle des problématiques, on parle des risques, t'as l'auditeur derrière. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube et à la newsletter en description. Mais faut parler solutions. Tu vois, en France, comment on va traverser ça. Comment là, on a fait un constat sur les entreprises du Nasdaq où tu as des boîtes de tech, mais en France, voilà, tu as d'autres types de boîtes très peu dans la tech. Pour les citoyens français ou européens, comment on fait pour prendre le train qui est en train de passer devant nous? Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as des solutions, une réponse à donner à l'auditoire? Moi, je sais que déjà, toi, t'en as. Je suis dedans. Tu me vois venir à 10 000, là. Ouais. Si tu veux, je te propose une solution qui est pas la mienne et après, on discute de la tienne. Parce que je te rejoins complètement. On a parlé de chômage, mais il y a pas mal d'acteurs dans le milieu de l'IA, et notamment Sam Altman, le patron de OpenAI, qui est un fervent défenseur du revenu universel. Okay. Le revenu universel, donc ce serait un revenu qu'on donnerait à tout, bon, je veux pas rentrer dans tous les détails, mais à tout citoyen, un revenu minimum. Qu'il ait un travail ou pas, quelle que soit sa condition, et potentiellement, et donc l'objectif de ça, hein, c'est d'augmenter le niveau de vie, c'est de faire vivre l'économie, parce que si tu fais augmenter le niveau de vie, bah, tu consommes plus, mais on a l'impression que s'il veut mettre en place ce type de solution, c'est aussi parce qu'il envisage qu'il y ait beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et là, ça ajoute une pierre parce que il a des informations qu'on n'a pas, dans le sens où il dirige une société, il fait des annonces, mais il a des technologies d'avance qu'on connaît pas. Il en discute, il tease un peu. Juste se dire, nous on utilise ChatGPT, ils viennent de sortir le Pro. T'imagines lui ce qu'il a? Voilà. Juste ça, lui, il a la totale, tu vois. Il a l'ultimate ChatGPT. Et il a la vision, il sait où il va. Il a la vision. Il sait, il connaît les dérives plus que nous. Et d'ailleurs, à la fin du mois, il organise un huis clos avec le gouvernement américain. On connaît pas le sujet, mais pour qu'on en soit arrivé là, c'est quand même, c'est quand même chaud. Enfin, là, il est pas en train de faire un débat public de attention, on va supprimer des emplois. Ça se trouve, enfin bon voilà, on connaît pas les sujets, mais ça se trouve c'est attention, il y a quelque chose de très fort qui va arriver, qui va chambouler toute l'économie mondiale, notamment américaine, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est les États-Unis. Mais du coup, préparez-vous. Quand je dis préparez-vous, je parle de Sam Altman. Là, je me dis mince. Au gouvernement. Okay. J'ai l'idée à tout le monde, préparez-vous parce que là, 2025, c'est mon année. Attention. Ouais.
Voilà, donc ça c'était la touche où on n'a pas du tout le pouvoir dessus, mais je sais que toi tu aurais une solution. Bah, pour rebondir à ce que tu as dit, préparez-vous, c'est une évidence. On a parlé de la secrétaire de direction qui va peut-être intégrer des choses. Moi, je suis sur un travail au sein des grosses boîtes pour de la montée en compétences, voire de la requalification d'employés pour occuper d'autres postes. Donc ça, c'est mon travail actuellement. Et on parle de formation. Donc pour moi, c'est une évidence pure. Là, donner des chiffres avec des données, on a 55% des organisations dans le monde qui utilisent déjà l'IA dans au moins une fonction dans l'entreprise. T'as 43% des entreprises qui estiment que l'IA va réduire leur effectif, mais un nombre significatif. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils prévoient une requalification des employés existants. Et c'est ce qu'il faut. Il faut former à ces outils d'IA ou requalifier à des postes où l'IA va avoir un impact. Parler du support, comment on va faire avec ces gens-là, la solution c'est la requalification, voir où on peut les mettre, est-ce qu'on peut les passer en niveau 2, là où il y a de la valeur ajoutée, etc., etc. Pour moi, c'est la solution. En France, c'est un peu plus compliqué. Moi, maintenant, je suis un acteur de ça, du monde de la formation. Et il y a beaucoup de choses à repenser, en fait. Tu dois repenser la manière, l'approche avec les personnes. Et là, je m'attaque pas trop aux demandeurs d'emploi. C'est plus de la montée en compétences de salariés dans des boîtes. Mais rien que pour même les demandeurs d'emploi, il y a différents systèmes qui existent. Là, j'ai fait une transition sur eux parce que ça me vient en tête. T'as un système en Danemark où c'est assez fou. Pendant 2 ans, ils donnent 90% du salaire précédent aux demandeurs d'emploi. La condition, c'est que tu auras 2 formations, 2 propositions. Il faudra que tu les acceptes pour monter en compétences. Ou sinon, ça va impacter ton chômage. Ils vont le réduire. Donc ça pousse un petit peu le candidat à se former sur des postes de requalification, de reconversion ou autres. Et contrairement à nous en France, c'est 60% du salaire précédent en moyenne. Toi, il y a une démarche et le résultat, c'est qu'il y a un faible chômage et une meilleure adoption des nouvelles technologies. Donc c'est un moyen. Je dis ça, je balance ça. C'est cadeau pour cette problématique. Pour que il y ait une adoption vis-à-vis de la formation. Mais encore, faut-il que la formation soit aussi bien adaptée à la personne en face, qu'elle soit utile, que ça, je parle vraiment des personnes salariées, mais je parle aussi de la jeunesse, le système éducatif. Là, on peut partir sur 2 heures. Hein. Ouais. Le système éducatif, tu voulais dire un truc, dis-moi. Là, ce que tu me racontes, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des, si on parle du système éducatif en France, il y a des compétences qu'on nous enseigne pas, comme celle de gérer l'argent, celle de faire de l'argent, celle de la curiosité. C'est pas si tu mets le pied dans un endroit, il faut pas y aller, Gilles. Je vais pas dire que c'est voulu parce que c'est une économie circulaire, il faut être salarié, c'est comme ça. Faut consommer. Et c'est des choses où c'est pour moi stratégique. Après, je sais pas si c'est voulu ou pas voulu, mais si t'apprends ça à tout le monde, ça va être. C'est un peu la mentalité aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, les enfants, tu les incites à avoir leur petit business de vente de limonade et tout. Tu lui donnes envie de. Tu lui fais comprendre que à partir de la limonade et une tranche de citron, tu peux faire $2 et avec ces $2, tu peux financer autre chose. Et ce truc-là, c'est pas intégré dans nos méthodes d'apprentissage. Donc là, on sort un peu de l'IA, mais si t'as ce mindset, cet état d'esprit, tu perds ton emploi, tu te dis ok qu'est-ce que je peux faire? Tiens, c'est l'IA qui m'a remplacé, mais est-ce que je peux pas me servir de l'IA dans d'autres secteurs ou justement utiliser d'autres aspects de ma vie pour que j'augmenterai avec de l'IA pour trouver une autre solution de rentrée d'argent. Après c'est une culture, toi, les Américains c'est spécial. Tu discutes avec eux, tu présentes un produit, ils vont dire amazing. Toi ils vont être en mode wow, amazing, nanani, nanana. Et ils vont se débrouiller parce que depuis qu'ils sont gamins, ils sont éduqués comme ça. En France, c'est pas le cas. Et ça, je sais pas si c'est possible de changer, mais effectivement, si on nous apprenait l'éducation financière, juste ça, ce serait incroyable. Moi, j'ai eu des dossiers quand j'étais dans la fonction. Il y a des choses, je sais pas si j'ai le droit de dire, mais sans trop citer, je me dis les gens ils arrivent pas à gérer leur argent, c'est fou, c'est incroyable, ils s'endettent et ils ont jamais appris ça, tu vois, de comment on gère tout ça. Après t'as des moments de vie difficiles, t'as beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais je suis d'accord avec toi, pour moi je suis complètement d'accord avec ce système, il faut apprendre ça
dès le plus jeune âge et les Américains l'ont compris. Mais encore une fois, c'est pas le même système social, c'est pas le même système politique, etc. Et on va éviter de trop rentrer dans ces sujets-là. Mais encore une fois, pour moi, la formation, l'éducation, notamment aux États-Unis, ils font des initiatives majeures où, par exemple, ils créent des infrastructures de recherche nationales avec des ressources, avec l'IA, en mettant à disposition les ordinateurs, des outils éducatifs. Ils ont intégré ça dans l'éducation avec le programme code.org pour sensibiliser dès le collège et le lycée à l'IA. Donc eux, ils ont déjà commencé à ça. Je sais qu'en France, nous, on a je discutais avec des profs où ils sensibilisent un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Là, ça serait, je crois alors, ce qui est extraordinaire, je sais pas si tout le monde était au courant, mais tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est écrit, tu vois. Tout ce qui s'est dit, c'est un accès libre. Et des fois, moi, je regardais les questions vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Ils prévoient des choses. On a vu le café de l'IA ou des choses comme ça. Ils prévoient des choses dans l'éducation pour les profs, afin d'essayer de pas perdre la course, de pas être trop en retard. Et je pense qu'ils en ont conscience. Et ils vont faire quelque chose à Toulouse, lié avec l'IA au sein de l'université, un centre de recherche, je crois, donc à vérifier. Mais il faut intensifier en fait ça. Ce côté-là, il va être pour nous en France, il va être primordial parce que ça va faire. Aujourd'hui, pourquoi on a une dépendance via des États-Unis? Parce que c'était Nasdaq 100, Google, etc. C'est les premiers. On n'est pas outillés en France autour de ça. L'IA, on a Mistral et franchement, j'espère, Gilles, que quand tu connais comment ça marche OpenAI, ils injectent de l'argent et il faut les moyens. Et j'ai peur qu'on le perd, toi, dans les prochaines années. Malgré que il est là, toi, il est solide. Pour moi, il est solide, Mistral. Mais il y a une petite crainte dans les prochaines années. Je sais pas comment ça va se passer. Mais la formation, pour répondre à ta question, c'est une solution. Au problème de faire déjà la compréhension de l'outil d'IA. Moi, depuis qu'on a commencé le podcast, je sais pas toi, Gilles, mais le décalage, il est fou. Avant et maintenant, je me dis waouh. Et encore, j'estime, moi je ne connais absolument rien. Enfin, pas grand chose. C'était le but du podcast aussi. On s'était dit, on l'ouvre, on expérimente et on découvre des choses. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'en faisant nos recherches, on découvre des nouvelles choses qu'on peut faire. Tous les 2 jours, on s'envoie des idées de choses qui n'existent pas, qu'on aimerait bien faire. Et on se redit non. Shining Object. Focus. Focus. Le plus dur, c'est le focus. Hein. Moi, j'ai vraiment syndrome de l'objet brillant. J'ai des idées, mais tous les jours, c'est affolant. Donc, je me demande si je ferais pas un site d'idées. Je balance. Dès que j'ai un problème, mais qui existe. Donc peur de l'obsolescence des compétences. La formation, ça va être quelque chose de majeur dans les prochains mois. C'est même pas dans les prochaines années. C'est dès maintenant. Ouais, de façon spontanée. Faut pas attendre d'être dans la situation où tu perds ton emploi. Faut pas attendre d'être dans une démarche de reconversion. Ça se fait en parallèle. On a la chance aussi d'avoir de YouTube. Hein. Maintenant, je sais pas pour toi, mais les 10 dernières années, j'ai surtout appris avec YouTube. Ouais, on a la génération qui a lâché à la télé très tôt, moi au lycée, je pense. Et le reste, c'était que du YouTube. Toi. Ouais, et t'as autant du divertissement que des vrais tutoriels. Souvent, beaucoup plus de qualité en anglais, mais cette barrière va disparaître parce que ils vont traduire maintenant instantanément toutes les vidéos dans toutes les langues. Ouais, d'ailleurs, toi, le lien que je vais mettre, il est en anglais. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, Chrome, en haut, dans l'adresse où on met l'URL, il y a un truc translate. Accessible, tu vois. Je veux dire, comme t'as dit, il y a des solutions pour tout. Et comme t'as dit, là, ça arrive pour l'instantané. Je te rejoins un peu sur ce coup-là. je souris parce que j'ai parlé de vidéos, surtout en anglais, alors que toi, t'as fait, j'avais même pas vu le volume de vidéos que t'avais faites, et j'étais impressionné. T'as fait une 50aine de vidéos l'année dernière. Tu sais que je sais pas comment j'ai fait. Tu sais que je suis en retard, ça fait 2 mois que j'ai pas fait, parce que je vais faire des annonces, ceux qui me suivent sur notre LinkedIn qui apparaissent en dessous de cette vidéo. C'est une histoire de focus. Donc, c'est pour ça que j'écris toujours, mais je me suis refocus j'ai mis une intensité ailleurs, sans délaisser ça. Donc je rassure parce que je reçois des messages. Mohamed, tu vas pas arrêter.
Non, juste, j'ai besoin de refocus, en fait. Comme je suis seul, faut se focus sur certains trucs prioritaires. Je marche en priorité. Mais oui, une cinquantaine, pour répondre à ta question. Une cinquantaine. Énorme. Je sais pas comment j'ai fait encore. Mais, ouais, après, ça devient compliqué quand t'as plusieurs choses à faire dans ta journée. Est-ce qu'on avait d'autres sujets à voir? On a abordé un peu tous les thèmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'audience. Question. Vraiment, c'est un échange, hein. On est là, et Gilles, on a passé un bon moment. Petite heure qui est déjà passée. Sur l'emploi qui est vraiment un sujet où il y a une frayeur, il y a l'imaginaire qui vient aussi par rapport au film, la culture, comment on a grandi, il y a pas mal de paramètres autour de ça. Comment vous le voyez de votre côté au niveau de l'emploi en France, au niveau mondial, votre métier, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça peut être remplacé ou pas par l'IA? Est-ce que vous pouvez l'intégrer? Est-ce que vous savez comment faire? Il y a tellement de questions à se poser, qui selon moi, qu'il faut se poser dès maintenant, parce que ça va arriver. Gilles, tu confirmes, hein, on est dedans, on suit ce qui se passe et ça va venir, surtout quand on voit les régulations au niveau de l'IA. Et on a une petite surprise pour vous par rapport à tout ce qui est juridique. On spoil pas, mais on a une petite surprise parce que le juridique, c'est pas notre domaine de compétence et on va avoir une petite surprise. Tu confirmes, Gilles? Je confirme. Ah ben top. Donc, petit indice, on aura une guest autour du juridique. Donc voilà, des petites questions. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Et moi, j'ai une question pour toi, Gilles. Une recommandation. Oui, j'en ai une. Je suis en train de lire un bouquin. C'est la méthode Wim Hof. C'est le gars qui a fait plein de records liés au froid. Il est surnommé l'homme de glace. Et donc c'est des records d'apnée sous la glace. Je sais pas ses records en tête, mais c'est impressionnant et c'est souvent lié au froid. Et il a développé sa méthode de respiration, utilisation du froid avec des bains et tout. Donc je lis ça, c'est super intéressant. C'est un cadeau un peu empoisonné parce que ça m'oblige à tester aussi. Donc me mettre dans des douches froides, mais voilà, ça change, c'est intéressant. Et je te retourne la question. Tu as une petite recommandation? Recommandation. Donc je garde en tête Wim Hof. Mais moi je pensais que c'était de la respiration, tu vois. Je savais pas que c'était lié au froid. Mais ok. Recommandation. Une série sur Apple TV. Donc en lien aussi. J'aime bien tout ce qui est un peu sociétal, etc. Réflexion. Severance. Je sais pas si tu connais. Il y a un mème qui tourne en ce moment avec Keanu Reeves où ils font un deepfake avec le premier épisode de la saison 2, j'ai vu, ouais. Où ils utilisent la caméra. Et Severance, c'est la dissociation. T'as des gens qui se font dissocier, c'est-à-dire ils ont leur vie privée et ils ont un job où ils vont rentrer dans un bâtiment, ils savent pas ce qui se passe, mais ils leur ont implémenté une puce au niveau du cerveau et il y a une déconnexion de leur conscience à eux et il y a une nouvelle personne qu'ils appellent ça les internes et eux c'est les externes, ceux qui sont de base donc dans leur vie privée et les internes ne savent pas aussi ce qui se passe en externe et il y a un déroulé assez psychologique autour de ça avec des personnes cloisonnées. C'est hyper dur d'écrire et de faire des scènes toi dans un espace cloisonné. Et franchement la série pas mal. Que Severance sur Apple TV. Okay. Il y a la deuxième saison qui vient d'attaquer il y a quelques jours. Je vais mettre dans ma liste. Et t'as un petit mot de la fin? Un mot de la fin. Tu me prends de court, Gilles. Mot de la fin par rapport à cet épisode. Bien évidemment, je vais être relou sur abonnez-vous et aussi à la newsletter. Le mot de la fin, désolé. L'IA va-t-elle prendre nos emplois? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Ou elle va nous offrir un avenir meilleur? Sommes-nous à l'aube d'une révolution ou d'une extinction professionnelle? Ce qui est sûr, c'est que l'avenir appartiendra à ceux qui s'adaptera, se formera. Et la bonne question, c'est, comme disait Sam, êtes-vous prêt? Sam qui sera dans notre prochain podcast. Sam Altman, tu viens quand tu veux. T'es le bienvenu. On va juste parler en français. Si tu veux bien. Please. Donc ouais. Et toi, un petit mot de la fin? J'allais dire abonnez-vous. Je l'ai déjà fait. Donc on fait moi, double. On y va. En tout cas, merci à tous. Et prochain épisode spécial. On a hâte. Ciao, ciao. Salut.